Salam alaikum, Azulfillaoun, bonjour. En l'an 803, l'entourage du calife abbasside parvint à le convaincre, le calife abbasside Harun Rachid, parvint à le convaincre que les Baramika, la nombreuse et puissante famille de son fidèle vizir Ja'far al-Baramki, étaient devenus trop puissants, qu'ils pouvaient devenir menaçants pour le trône, qu'il n'y avait plus d'autre solution que de tous les éliminer, en une seule fois. Les Baramika avaient occupé des décennies durant les plus hautes charges de l'État, de chef de l'armée, de maire du palais et jusqu'à celui de vizir. Les conseils du calife le convainquirent qu'il ne pouvait pas faire l'économie d'un carnage massif pour ne courir aucun risque et ne laisser aucune possibilité à cette puissante famille d'organiser sa défense. La nécessité politique a fait loi. Harun al-Rachid fit assassiner son ami et vizir, puis l'ensemble de toute sa famille, des milliers de gens en fait. Le quartier des Baramika, une sorte de Hydra, de club des pins de l'époque, dans le Bagdad huppé, fut encerclé et tous ses habitants, hommes, femmes, enfants, furent passés au fil de l'épée. Pour la multitude, la Amma, comme on dit, en raconta que les Baramika étaient une famille d'athées, de gens immoraux, d'ascendance persane et non arabe, entre autres prétextes cousus de fil blanc. En juin 1934, alors qu'il était en pleine ascension politique, Hitler décida de liquider une faction qui faisait pourtant partie de sa propre mouvance, une tendance du mouvement nazi, qui lui avait été d'une très grande utilité et qui était dirigée par l'un de ses meilleurs amis et de ses meilleurs soutiens, Ernst Röhm. Cela se passa pendant la nuit du 29 au 30 juin 1934, en une seule nuit, qui sera baptisée plus tard la nuit des longs couteaux. Ernst Röhm et la quasi-totalité de ses hommes de confiance, plus de 200 personnes, ont été froidement assassinés en une seule nuit, un peu partout en Allemagne. Hitler avait personnellement participé au massacre, ou du moins s'y était affiché, pistolet au poing. La liquidation avait été soudaine, brutale, définitive, sans aucun état d'âme. Elle fut justifiée par une accusation inventée de toutes pièces de complot et de tentative de coup d'État. L'histoire politique est ainsi parsemée d'événements tragiques de ce genre, où les tenants du pouvoir, ou ceux qui y prétendent, décident d'éliminer un groupe qui représentait une menace ou un obstacle à leurs projets et à leurs ambitions. Pour parer à toute réaction et à tout effet pervers, la méthode fut toujours soudaine, catégorique, simple et définitive. Tous les membres du groupe en question étaient définitivement neutralisés, en une seule fois, pour ne leur laisser aucune possibilité de réagir. En Algérie, par les effets d'une certaine conjoncture, le pouvoir avait été capté par une junte, une douzaine de généraux, qui avaient mis le grappin sur les leviers principaux du pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Ils sont connus sous le nom de généraux putschistes pour les uns, de sauveurs de la République pour les autres. Ils avaient réussi à capter donc la totalité du pouvoir. Et le contexte de l'époque, un climat insurrectionnel qu'ils avaient eux-mêmes provoqué avant de le manipuler de façon sanglante, tant que le pouvoir était resté entre leurs mains, nécessitait toutefois qu'ils n'apparaissent pas comme étant les vrais maîtres du pays. Aussi recoururent-ils à des façades institutionnelles et à des présidents fantoches qui n'avaient d'autre rôle que de donner le change. C'est ainsi que le concept de ligne rouge fut inventé, que le président vitrine ne pouvait transgresser. En aucun cas. Lorsque l'un d'eux n'en tint pas compte, il fut assassiné en direct devant des millions d'Algériens. Un autre, qui avait pris au sérieux ses prérogatives, qui était lui-même général et qui ne comprenait pas qu'on puisse le traiter par-dessus la jambe,
fut poussé à la démission. Et ce fut ainsi jusqu'à la désignation de Abdelaziz Bouteflika. Il avait été recommandé puis adoubé par les principaux décideurs du pouvoir, comme l'Arbi Belkhair entre autres, qu'il chassa lui-même par la suite pour le remercier. Bouteflika accepta avec empressement l'impératif des lignes rouges, mais entreprit tout aussitôt de les franchir, non sans une redoutable perspicacité. Aidé de son principal mentor, si on peut dire, son frère cadet, il mit en place une méthode très simple qui consistait à noyer le petit groupe de généraux par la nomination d'une pléthore d'autres généraux, mais aussi en se les conciliant, les phagocytant, en les clientélisant et tout simplement en les achetant rubis sur l'ongle. À ce sujet, Chakib Khalil joua un rôle déterminant. En fin cambrioleur qu'il était, il se servit de certains mécanismes financiers de vente des hydrocarbures pour doter les frères Bouteflika d'une caisse noire qui leur permit de corrompre un nombre grandissant de barons du régime et d'en créer un nombre encore plus grand. Ce ne fut ni simple ni aisé, mais cela fut mené de main de maître jusqu'au jour où Bouteflika eut son premier AVC en 2005. Il fut désormais très diminué, mais il restait fonctionnel un tant soit peu. Ce fut à cette période que son frère Saïd prit en main l'essentiel de la décision politique. Après le deuxième AVC, beaucoup plus grave, qui l'invalida presque totalement, le président Bouteflika ne fut plus qu'une façade pour son frère Saïd, qui acheva de conquérir la totalité du pouvoir, du moins les leviers de commande les plus importants. Fin manœuvrier, homme de l'ombre, disposant de moyens financiers de plus en plus considérables, il nomma des centaines de généraux, corrompu un grand nombre parmi eux, en même temps qu'il les compromettait. Il avait noué et généreusement entretenu une très grande connivence avec certains réseaux français. Une coopération très fructueuse se noua entre les deux parties jusqu'à atteindre le plus haut niveau jamais espéré, directement avec le sommet de l'État français. Un réseau qui avait mis à profit la bien commode raison d'État pour se commettre dans toutes les méthodes possibles et imaginables, allant jusqu'à constituer des dossiers très compromettants sur la quasi-totalité des barons algériens, jusqu'à imposer un 4e mandat pour un président sortant totalement incapable et jusqu'à imposer au chef de l'armée de se soumettre sans condition à la nouvelle donne, c'est-à-dire à l'autorité intégrale de Saïd Bouteflika, qui régnait désormais presque ouvertement au nom de son frère, le président en titre. Ce fut un tournant. Le régime était désormais totalement contrôlé depuis l'extérieur. Les chefs de l'armée ont donc été neutralisés par leur côté le plus sensible, celui de leurs comptes bancaires, celui de leurs immenses fortunes en Occident, par celui du blanchiment de leur argent, mais aussi par des dossiers sur des crimes de masse qu'ils avaient commis. Plus personne ne bougeait une oreille, mais le nouveau pouvoir ne pouvait s'affirmer réellement de la façon la plus totale que s'il éliminait le milieu qui détenait jusque-là la réalité du pouvoir de la façon la plus organisée et la plus diffuse qui soit, le DRS. Un organisme omniprésent sans lequel aucun grand commis de l'État ne pouvait être nommé ou limogé, sans lequel aucune rente ne pouvait être distribuée, qui avait la haute main sur la presse, sur les partis politiques, les organisations de masse, les autorités locales, les ministres et jusqu'aux tribus dans le pays profond. Une organisation tentaculaire dont les ramifications allaient partout. Mais le nouveau pouvoir, celui de Saïd Bouteflika, même s'il avait réussi à s'allier, ce DRS ne pouvait pas cohabiter avec lui. Parce que dans ce genre de schéma, la confrontation est inéluctable. Il ne pouvait en rester qu'un. Et c'est ce qui se produisit au fil des années. Le clan dit présidentiel, soutenu par les principaux chefs du haut commandement militaire, une soixantaine de généraux du plus haut grade, commença une curieuse opération. Plutôt que de faire comme Haroun al-Rachid avec les Baramika, ou qu'Hitler dans sa nuit des longs couteaux, et de démanteler purement et simplement le DRS, de façon soudaine et brutale, il entreprit toute autre démarche,
tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de tuer une telle organisation sans coup férir. Alors, il mit en place une stratégie. Vider le DRS de tous ses moyens d'action et de contrôle sur la société. En termes plus simples, lui arracher toutes ses dents et toutes ses griffes les unes après les autres. C'est ce qu'il fit, laborieusement, systématiquement, progressivement, allant de plus en plus loin jusqu'à faire du DRS une maison hantée qui n'est plus habitée que par son principal et unique locataire, Tawfiq. Mais des sources très crédibles, très sûres, affirment que ce travail de démantèlement n'a pas pu se faire sans sa collaboration active, sans Tawfiq lui-même. Et là, grande question, comment aurait-il été convaincu de le faire? Chantage? Pressions extérieures? Besoin de détruire lui-même des preuves qui pourraient l'accabler un jour? Cela reste une énigme. Mais la nouveauté dans le peu d'informations qui filtrent est que le clan présidentiel, ou pour être plus précis, le vrai maître du jeu, Saïd Bouteflika, aurait décidé d'en finir. Il ne reste plus que Tawfiq, alors il faut le sortir du champ. Mais comment? Comment l'éjecter du premier cercle du pouvoir sans risquer une réaction de fauve blessé? Tawfiq a été trop longtemps au principal cœur de la décision pour ne pas disposer d'informations mortelles sur tout le monde, y compris sur des personnalités étrangères qui tiennent le côté du manche en ce moment. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Algérie Focus, limogeage de généraux. Où est la vérité sur les menaces contre la sécurité de Bouteflika? Par Abdou Semar. El Watan. La présidence dissout le GIS. La restructuration de l'armée s'accélère. Par Salima Tlemceni. TSA. La chronique de Hafid Daraji. Ce qui se passe dans l'Algérie de Bouteflika n'est pas normal. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Hafid, et par ordre alphabétique, Hafid Daraji, journaliste qui sera donc présent avec nous, Mourad Dehena, mouvement Rachad dont on visualisera un enregistrement, Faisal Mattawi, journaliste, qui sera avec nous au téléphone. Mais commençons donc par Mourad Dehena, que nous avons enregistré. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mourad Dehena du mouvement Rachad. Mourad Dehena, merci d'être avec nous. Marhaba. Merci. Alors Mourad, au moment où la rue, l'opinion publique, est en train de subir j'allais dire, un raz-de-marée de rumeurs, toutes plus alarmantes les unes que les autres, sur un conflit supposé, réel ou supposé, entre le fameux Tawfiq et le fameux Saïd Bouteflika, les principaux donc, acteurs de ce conflit. Il y a comme une absence, si ce n'est une carence, de la presse spécialisée dans ce genre d'informations, des habituels analystes, observateurs, opposants, presque personne, à part quelques exceptions, n'en parle. Comment expliquez-vous ce silence ? Écoutez, bon, le silence, je crois qu'il est, il y a des facteurs objectifs. Il ne faut pas oublier que c'est une période estivale. Il y a beaucoup de gens qui vaquent à des préoccupations de la vie normale, courante, des gens en vacances, etc. Entre guillemets, je viens d'apprendre aussi que même Saadani, le patron du FLN, lui a préféré passer ses vacances dans son appartement à Neuilly, donc c'est ce fameux appartement qui ont fait polémique et dont on ne sait d'ailleurs toujours pas comment il a pu les acquérir. Bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà, ça donne aussi une idée de la topographie politique algérienne aujourd'hui. Tout le monde est aussi dans l'attente. Il y a aussi donc l'effet Bouteflika lui-même sur la population, sur le pays. Le président est malade, les institutions ne tournent pratiquement pas, si tant est que l'on puisse parler d'institutions en Algérie aujourd'hui. Tout le monde est dans l'attente.
les circonstances de la politique internationale, ce qui se passe chez nos voisins, de part et d'autre, etc., la fermeture de pratiquement toutes nos frontières, fait que les gens ont soit peur de faire quoi que ce soit qu'ils attendent quelque chose, que le silence se mette à parler, hein, si je puis me permettre une telle expression, qu'enfin qu'il y ait du bruit quelque part. C'est-à-dire, est-ce que vous suggérez aussi, n'oublions jamais dans le contexte, parce que certains ont tendance à enterrer trop vite Bouteflika, mais c'est un homme qui de toute son existence a vécu dans la ruse, par la ruse, et j'allais dire aussi pour la ruse. Mais Morad Dena, excusez-moi de vous interrompre. Quand vous dites en attendant que le silence parle, une image très amusante de la situation, est-ce que vous suggérez que les habituels commentateurs attendent le feu vert pour pouvoir commenter ? Écoutez, il y en a certainement qui sont ancrés d'une façon ou d'une autre dans des sphères du pouvoir, qui attendent que leur parrain ou leur chef de clan leur dites cela ou pas. Mais il y en a aussi d'autres, et je pense qu'ils sont assez nombreux, parce que je n'aime pas trop jeter le discrédit sur tout le monde, ni mettre en doute les personnalités des uns et des autres, qui en ont aussi assez de faire des analyses pour de l'analyse, hein. Il faut aussi comprendre qu'il y a un ras-le-bol. Les gens sont tous d'accord que l'Algérie va vers le mur. Que ce soit sur un plan économique, là les choses sont, je crois, évidentes. Tous les chiffres parlent de cette façon. On le voit encore sur les polémiques qui sont suscitées. Par exemple, cette fameuse polémique qui me fait rigoler, si ce n'était qu'elle est complètement destructrice pour la nature même du débat politique en Algérie, celle, soi-disant, des langues de Darja et l'arabe, etc. Moi, mon attitude est tout à fait claire à ce sujet, en disant, écoutez, nous ne sommes même pas à un niveau, donc nous n'avons pas un État, ni des institutions, ni encore une classe politique qui serait à même de débattre sereinement et aussi en toute honnêteté d'un sujet aussi sensible. Parce qu'on voit tout de suite que c'est la dérive idéologique, l'instrumentalisation des uns et des autres. Hein, donc, des uns et des autres, merci de le signaler. Voilà, et c'est des sujets tellement sérieux que moi j'en arrive à rigoler que Benrabalit parle de ça alors qu'elle ne peut même pas assurer le déroulement normal d'examen à un niveau national, le baccalauréat et j'en passe. Moi j'ai pu discuter avec des jeunes bacheliers qui me disaient, écoutez, nous dans notre salle d'examen on a fait sortir de force les surveillants, on a fait ce qu'on a voulu avec ou sans 3G et personne ne s'en inquiétait, et puis c'est comme on dit dans le langage algérien maintenant de la rue, cette fameuse derja, ça c'est normal, hein, comme ça. Voilà, c'est dire. Normal, et personne ne trouve rien à redire, alors que donc toutes les valeurs, toutes les considérations éthiques, ce que vous voulez, n'ont plus droit de citer dans cette situation, dans cette cacophonie politique, que veut justement Bouteflika. Il ne faut jamais oublier ça. Lui, non seulement ça lui convient, mais c'est encore une fois, je pense, sa forme de jouissance dans son monde de la ruse et dans son monde de mégalomanie et de narcissisme. Morad Dena, quand vous dites cette situation que veut Bouteflika, vous pensez sérieusement que ce monsieur veut encore quelque chose, qu'il est en état de vouloir quoi que ce soit, hormis des petits gâteaux et du chocolat qu'il réclame, nous dit-on, écoutez, tout le temps. Moi, je pense que je l'ai dit au début, les gens l'ont enterré trop vite. Moi, je pense qu'il veut, qu'il a encore... et c'est encore, je dirais même que cette situation est exacerbée par sa maladie, parce qu'il sait qu'il ne peut pas fonctionner comme un président normal. Il le sait. Il est handicapé, donc lucide, selon vous. Donc c'est sa façon de. Il faut pas oublier que le jour du retrait des 6 candidats en 99, il a menacé le peuple algérien de le laisser à sa médiocrité. Ça dit long sur sa vision des choses, sur sa relation, comment est-ce qu'il la perçoit. Donc je parle de la relation qu'il entretient avec le peuple. Pour lui, le peuple est un fardeau. En fait, ce peuple, c'est un rachis
qui ne mérite pas une lumière comme Bouteflika. Alors, selon vous, Hollande n'aurait pas eu tout à fait tort de parler d'alacrité, de l'homme qui maîtrise parfaitement et moi, les je vous dirais sujets. autre chose. Je n'ai pas assisté, bien sûr, à leur entrevue, et je ne serais pas étonné que Bouteflika lui ait suggéré d'utiliser de telles formules, parce que c'est ce dont rêve. Il ne faut pas oublier que Bouteflika, je pense qu'il a deux modèles dans sa vie. Il a le roi du Maroc, Hassan II, et il a Napoléon. Et qu'il dépasse de 3 cm, nous a-t-il dit. Connaissent bien ses personnalités, et donc mise dans le contexte algérien, voilà ce que ça donne. Mourad Dehna, pour en revenir à ce conflit entre Tawfiq et les frères Bouteflika, quelles sont vos propres informations? Qu'est-ce que vous savez sur cette histoire? Écoutez, moi, en toute honnêteté, je n'ai pas d'informations de première main. Je ne suis pas dans les coulisses ni le salon de ces décideurs. Ce que je sais, c'est qu'il y a des éléments clairs qui montrent qu'il y a des problèmes graves au sein de la hiérarchie de l'État algérien. On ne peut pas, par exemple, en une semaine, changer le général en charge de la garde présidentielle, changer le général en charge de la DSI, donc Ben Daoud et consorts. Ça dénote clairement qu'il y a un gros problème. Alors bien sûr, on a entendu parler de tentatives d'assassinat, etc. Mais le conflit existe bel et bien. Enfin, c'est un secret de polichinelle. Moi, j'ai des informations sur certains qui se prétendent, alors encore je dis prétendent proches de Tawfiq, et qui utilisent des mots que moi-même je n'oserais pas utiliser pour décrire Bouteflika. Vous savez, c'est la méchanceté et les termes vraiment d'une indécence absolue qu'ils utilisent à son encontre, et qui bien sûr dénotent qu'il y a une guerre de tranchées. Alors entre qui et qui? Bien malin qui prétendrait connaître tous les dessous, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont un peu des sables mouvants, qu'on est dans une structure qui ressemble beaucoup à des structures mafieuses. Il y a des allégeances qui font et qui se font. Alors, essayez d'expliquer par exemple des girouettes comme Madame Hannoun, qui un jour semble aller dans ce sens et un jour dans d'autres opposants qui nous font croire que tel général est mieux que l'autre, et le lendemain les choses changent. Donc il y a un jeu. Moi je pense que toute opposition crédible devrait au pire rester à équidistance entre ces clans, c'est-à-dire ne pas faire le jeu d'un clan contre un autre. Pour nous, ils sont tous unis dans le chaos auquel ils ont mené l'Algérie. Et à votre avis, le point essentiel qu'il ne faut jamais oublier. Ces gens ont eu des responsabilités de façon légitime ou tout à fait illégitime, et ils sont responsables de la situation que nous vivons, et ils devront en rendre compte, ne serait-ce que devant l'histoire. Et moi, ce que je crains, et ce que malheureusement je suis maintenant convaincu, que nous sommes à la veille d'une période trouble qui durera malheureusement des décennies et des décennies. Justement, à ce sujet, Mourad Dehna, je voulais vous demander votre avis d'une façon la plus brève possible. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous, d'une façon ou d'une autre? Alors, malheureusement, les scénarios les plus pessimistes risquent de prendre le pas, parce que c'est, je pense, ce à quoi nous mène ce pouvoir, avec toutes ces tentacules, tous ces clans, parce qu'ils ont tout simplement tué tout ce qui peut être assimilé à la politique noble, à la politique qui est au service du citoyen. Il n'y a que l'enrichissement, que la shtara, que la qfaza, qu'un monde dans lequel il n'y a ni éthique, ni principe. Donc, et vu le contexte international que l'on vit, effectivement, nous sommes, je pense malheureusement, les prochains sur la liste pour aller dans le chaos, à moins que, et nous prions Dieu que ceci survienne, qu'il y ait quelque part un mouvement vraiment de fond de la part d'Algériens sincères qui oseront
justement, encore une fois, je le dis, rester à équidistance le plus loin possible, surtout, de ces clans qui se chamaillent et essayer de trouver une autre voie. Ça sera extrêmement difficile parce que maintenant, le problème, le mal qui ronge l'Algérie dépasse et de loin le pouvoir. Le cancer a atteint, tout au moins au plan des valeurs, du comportement, il a atteint les gens normaux. L'Algérien normal aujourd'hui, par exemple, ne peut pas concevoir avoir la patience de travailler pour avoir quelque chose honnêtement. Il ne peut pas le comprendre. Il sera très difficile demain, après un changement, de convaincre les Algériens qu'ils devront se lever et travailler de 8h à 17h pour acquérir des biens ou avoir un logement ou je ne sais quoi. Pour eux, c'est toujours le ben ami, c'est la connaissance. Moi, je connais un colonel et moi, je connais un tel. Et puis, comment rafler le plus? Et ça a été la norme qui a été mise en place et surtout érigée en système, en doctrine, en religion. Je dis bien le terme religion, qu'a imposé et qu'a fortement ancré dans la société Bouteflika et son système, malheureusement. Mourad Dena, merci infiniment pour votre participation. J'espère vous revoir plus souvent dans cette émission. Merci. Voilà, c'était donc la participation de Mourad Dena qui ne pouvait pas être avec nous en direct dans l'émission et qui nous a donc demandé de l'enregistrer pour quelques brèves minutes. Merci à lui. Je vous retrouve tout de suite. Merci. Avec nous, Hafid Darraji, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Hafid Darraji. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, vous venez de commettre, comme on dit, une chronique sur TSA très forte, où vous utilisez des mots très durs contre le régime. Je vais en citer un petit passage. Un détournement du pouvoir par une caste illégitime qui ne dispose pas de compétences et d'aptitudes lui permettant de gouverner. Son unique projet est de se maintenir au pouvoir, même en causant la faillite de l'Algérie et la mort de la moitié du peuple en raison de la détresse et de la souffrance. Et ce n'est là qu'un passage d'une chronique dont c'est le ton général. Qu'est-ce que vous pensez, Hafid Darraji, de la situation qui prévaut en ce moment? Enfin, figurez-vous qu'il y a pas mal d'Algériens qui partagent avec moi la même idée. Peut-être qu'il y a d'autres Algériens qui pensent pire que ça. Malheureusement, ça s'aggrave de jour en jour, que ce soit par des actions et des décisions prises, on ne sait pas par qui, que ce soit concernant les désignations ou bien la liquidation, entre guillemets, de beaucoup de cadres algériens à tous les niveaux, pas uniquement au niveau de l'armée, ni au niveau des ministères, ni au niveau aussi des différentes administrations. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est un achèvement, si j'ose dire ça, parce qu'ils sont passés à une vitesse supérieure, ils sont passés aussi à un stade très dangereux pour le pays, parce que ça risque de déstabiliser la société algérienne avec le prix du baril qui descend du jour au jour, avec aussi la dégradation du dinar, avec aussi beaucoup de phénomènes sociaux dans notre société qui risquent de mener notre pays malheureusement à un point de non-retour, ce que je ne souhaite pas et ce que je n'espère pas. Vous êtes en train de suivre ce qui se passe, que ce soit à travers des rumeurs, ça commence par des rumeurs, que ce soit à travers des décisions dont je suis sûr qu'ils sont prises, qui ne sont pas prises par le président lui-même, certainement par son entourage, certainement aussi dictées par l'étranger, comme je l'ai si bien dit dans ma chronique. Malheureusement, je sais bien qu'il y a un don contre l'armée, contre aussi les services secrets algériens, un don aussi contre les cadres algériens qui sont partout, les cadres algériens honnêtes et qui adorent et qui aiment leur pays. C'est quelque chose d'orchestré qui est en train de se passer malheureusement.
Justement, Hafez Darraji, dans la même chronique, vous faites une lecture très critique de la visite du président français en Algérie. Vous dites « Comment expliquer la déclaration faite par Hollande devant les journalistes à travers laquelle il avait loué l'alacrité du président alors qu'il n'a eu qu'une courte discussion avec lui ?» Et Hollande, vous dites une courte discussion avec lui, et Hollande affirme qu'il a discuté avec lui pendant 2 heures de sujets très complexes, très divers, très stratégiques sur l'Algérie, sur toute la région et sur tout le monde. Jamais de la vie, jamais de la vie. Vous savez que ces trucs-là ne se cachent pas. Peut-être ça peut se cacher entre nous, mais avec les Français, ça ne se cache pas. Les Français ont prouvé qu'il n'a pas vu le président pendant 2 heures. Je crois que c'est un détail pour moi. Pour tout le monde, c'est un petit détail, parce que c'est pas aussi important que le pense. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse de M. Hollande. Pourquoi il est venu en Algérie? J'aimerais bien savoir quel était son planning, quel était son objectif, quel était son programme, quel était son agenda. Pour toute visite d'État comme une visite d'un président français pour un pays comme l'Algérie, il doit y avoir un agenda, il doit y avoir quelque chose. Moi, je suis sûr qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas normal. J'imagine que François Hollande a donné le feu vert. Je le dis, je le répète. Je sais très bien aussi que la France a un don contre l'Algérie, quoi qu'on en pense. La France a des intérêts en Algérie. La France n'est pas, c'est pas intéressant pour elle que l'Algérie soit debout, que les services algériens soient bien, que l'armée algérienne aussi soit à la hauteur. Ils ont un don contre l'Algérie. Je pense qu'il y a une complicité pour détruire tout ce qui symbolise la dignité et la liberté de l'Algérie. Et vous pensez, Hafez Darraji, que le DRS représentait la dignité de l'Algérie, l'intégrité, toutes ces vertus qu'on nous dit ces derniers jours? C'est une institution comme toute institution, comme la DST en France, comme le FBI, comme le CIA. C'est une institution dont le ministre de la Défense est le président de la République. Donc c'est une institution qui est sous l'autorité du président de la République. Ce n'est dans l'intérêt de personne, ce n'est dans l'intérêt d'aucun Algérien qu'une institution pareille ou bien une autre institution soit détruite. Il y a des institutions qui sont aujourd'hui qui sont presque néants. Quand je parle de l'institution, je parle de l'APN, je parle du Conseil constitutionnel, je parle des ministères, je parle de la police, de l'armée, de la gendarmerie. Ça, c'est des institutions que l'Algérie a compté, sur qui l'Algérie a compté depuis l'indépendance. Donc, mais Hafez Darraji, vous comparez le DRS à la DST, à la CIA, au FBI, mais vous pensez que ces organismes de sécurité étrangers ont la haute main sur tout ce qui se passe dans le pays, sur les nominations, sur les limogeages, sur la distribution de la rente, sur les cooptations, vous pensez que c'est pareil? Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de l'institution en tant qu'institution. Je parle des pratiques. S'il y a des pratiques, la responsabilité incombe au président de la République. S'il y a des pratiques malsaines, des pratiques qui ne sont pas normales, la responsabilité incombe au président de la République, qui est le ministre de la Défense, qui est le chef des forces armées, qui est le responsable de toute l'armée algérienne. Donc, ce n'est pas au commandant, ou au capitaine, ou bien au colonel, ou bien au général d'incomber cette responsabilité. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de l'institution en tant qu'institution que personne n'a le droit, je dis bien personne n'a le droit, que ce soit un président ou bien un simple citoyen, de la casser. Personne n'a le droit de la casser parce qu'on peut la casser si vous faites allusion à des pratiques. Il y a des gens aujourd'hui qui font des pratiques pires que n'importe quelle pratique. Il y a des gens aussi aujourd'hui qui veulent s'accaparer de tous les pouvoirs. Je dis bien de tous les pouvoirs pour faire ce qu'ils veulent de cette action. Mais Hafez Darraji, ce démantèlement du DRS qui s'est fait d'une façon, vraiment, c'était le rouleau compresseur. On lui a enlevé toutes ses griffes, toutes ses dents, l'une après l'autre. Vous pensez que ce démantèlement qui ne se dit pas, vous pensez qu'il aurait été possible si Toufik lui-même n'avait pas joué
le rôle du principal acteur dans ce démantèlement? Moi, je pose la question autrement. Pourquoi le président de la République n'a pas fait ça durant les 15 dernières années? Pourquoi il n'a pas fait ça quand il était debout? Pourquoi aujourd'hui? C'est là la question qui se pose. Pourquoi aujourd'hui il fait tout ça au moment où on sait tous qu'il n'est pas capable de se maintenir, de se tenir debout? Pourquoi il fait tout ça? Est-ce que c'est vrai que c'est lui qui fait tout ça? Je me pose la question autrement. J'aimerais bien avoir une réponse. C'est lui, bon, le président de la République, c'est lui qui, la Constitution lui donne le droit de nommer et de dégommer. C'est son droit et il peut nommer n'importe qui et dégommer n'importe qui. Ça, c'est des prérogatives. Mais pourquoi aujourd'hui, la question qui se pose, pourquoi aujourd'hui, pourquoi de cette manière? S'il veut enlever X ou Y, il peut l'enlever, mais pas détruire une institution, pas détruire l'armée, les services secrets, demain la police, après-demain c'est la gendarmerie, après-demain je ne sais pas quelle institution. C'est ça la question. Restez avec nous, Hafez Daraji, je reviens à vous dans un instant. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamel, merci. Bonsoir Faisal. Faisal, qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État, notamment entre ces deux clans dont on nous dit qu'ils s'affrontent? On n'en sait rien. On ne sait pas si c'est vrai qu'ils s'affrontent. On ne sait pas si le clan Saïd, appuyé par Gaïd Salah, est en train de dégommer réellement le clan Bouteflika, ou du moins ce qu'il en reste. Est-ce que vous avez des informations sur cette question qui est en train d'alimenter une folle rumeur dans toute l'Algérie? Vous l'avez bien dit, Jamal, il s'agit de rumeurs. Jusque maintenant, rien n'est confirmé, rien n'est vérifié et aucune information n'est établie. Attention, il y a beaucoup, on lance des rumeurs comme ça, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent et qui se disent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas du tout fondées. Donc, moi, personnellement, je reste très sceptique sur cette question d'affrontement entre clans ou lutte entre groupes d'intérêts, etc. C'est tout le monde qui est d'accord. Attention. Et le général Mohamed Mediane, le général Toufir, qui est le chef du département renseignement sécurité DRS, est toujours à sa place, autant que le président Bouteflika, citoyen que le président Bouteflika est tenté par la volonté de changer des choses au sein de l'armée, et c'est lui qui le fait. Donc, je pense qu'on est en train de détourner le débat essentiel en Algérie, Jamel, si vous voulez mon avis. C'est la situation économique du pays. Et je pense qu'on est en train d'inventer des polémiques, d'inventer des rumeurs pour justement essayer de détourner l'attention. Combien de fois on a parlé de cette lutte de clans? Rappelez-vous, Jamel, avant les élections d'avril 2014, on avait parlé d'une guerre entre le général Toufir, le général Gaïd Salah, qui serait contre la candidature de Bouteflika. Or, Bouteflika a été maintenu au pouvoir pour un 4e mandat malgré la maladie, malgré qu'il ne parle plus aux Algériens, malgré qu'il soit assis sur un fauteuil roulant, malgré qu'il fait plus de discours, qu'il se déplace plus à l'étranger, qu'il réunit que rarement le Conseil des ministres. Et rien de cela n'a changé. Je pense qu'on est dans cette situation de démobilise, de statu quo, puisque beaucoup de monde trouve son intérêt, beaucoup d'affaires se portent très bien pour ceux qui sont autour de ce qu'on peut appeler la clientèle du pouvoir. Et je crois qu'on veut nous éloigner de la situation grave de l'économie algérienne. L'Algérie est entrée dans une zone rouge. Et tout le monde, tous les rapports internationaux confirment que la situation, la conjoncture pétrolière restera faible, et restera mauvaise pour au moins les 2 prochaines années, et que les finances de l'État algérien, l'Algérie sera en situation de déficit chronique en décembre 2015. Donc je crois qu'on veut nous éloigner de ce débat. Faisal Mattawi, juste une précision. Personnellement, dans cette émission ou dans mes autres espaces d'expression, je n'ai personnellement jamais dit que Toufir Gaïd Salah s'affrontait pour ou contre la candidature de Bouteflika. Au contraire, moi j'ai toujours dit que Toufir Gaïd Salah était d'accord pour le 4e mandat. Mais sinon, Faisal, que l'on le veuille ou non, il y a eu un profond remaniement du DRS, pour ne pas dire démantèlement. Il a été vidé de ses principales prérogatives, celles par lesquelles il était le maître du pays. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ça. Oui, écoutez, Jamal, je n'ai pas dit que c'est vous qui avez dit que par rapport à Gaïd Salah ou à Toufir, par rapport à... Non, je l'ai précisé au cas où les gens auraient compris cela. Absolument, parce que ça a été dit à l'époque, ça a été longuement rapporté, même y compris par la presse. Oui. Moi, sincèrement, je pense que si Bouteflika, le président Bouteflika, qui était en bonne santé, je crois que Hafez Daraji l'a souligné,
lors du premier mandat ou du deuxième mandat, il aurait pu réformer les secteurs des services secrets. Il ne s'agit pas de démantèlement, parce que tous les pays du monde possèdent des services secrets. Maintenant, vous l'avez dit, Jamel, des services secrets qui se mêlent de tout, y compris de la nomination du secrétaire général d'une commune, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Donc si le président Bouteflika avait volonté, bien sûr c'est Tariq, c'est lui qui prend ces décisions, avait volonté de réformer les services secrets, les services de sécurité, espionnage contre espionnage, dans une volonté de démocratisation, d'ouverture, tout le monde aurait applaudi. Mais cette réforme, il ne s'agit pas de démantèlement. Il n'y a aucun démantèlement du DRS, contrairement à ce qu'il dit. Ce changement, cette restructuration, parce que le terme exact est restructuration, ne vise pas en fait à renforcer l'État des citoyens, l'État républicain, l'État de droit, mais justement à renforcer le pouvoir de ceux qui entourent le président. Je ne parlerai pas de clan, mais de ceux qui entourent le président. Parce qu'on a vite oublié, Jamel, l'éviction du général Ali Ben Daoud, Abdelkader Ben Daoud, plutôt, qui est responsable de la sécurité intérieure. C'est quand même un département important, Oui. qui fait partie du DRS. Et on a donné, à ce jour, même l'information n'a pas été donnée officiellement. On n'a même pas confirmé. Donc on tient l'opinion publique dans l'ignorance, on ignore et on méprise l'opinion publique d'une manière totale dans des affaires qui concernent les Algériens en grande partie. Je pense que peut-être il y a certaines décisions qui se prennent en Algérie, là je suis responsable de mes propos, ne sont pas prises en Algérie. C'est des décisions qui viennent de l'extérieur. Je ne veux pas citer des pays, mais selon ce qu'on nous dit, ce que nous avons vérifié, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas prises par l'Algérie qui se dit souveraine. Je vous renvoie à un rapport qui a été publié récemment par la RAND Corporation, qui est une organisation très importante aux États-Unis. Lisez ce qu'ils disent par rapport à l'avenir de l'Algérie. Lisez ce qu'ils disent par rapport ce qu'ils appellent les élites, ce qu'ils appellent la lutte contre le terrorisme. Donc je pense que l'Algérie maintenant est dans l'œil du cyclone, pas par rapport à des conjonctures intérieures, mais également extérieures, parce que c'est un pays qui reste plus ou moins stable par rapport aux pays de la région. Regardez ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Mali. Et il y a des intérêts extérieurs, je voudrais parler d'intérêts extra-africains qui voudraient bien prendre en charge certains aspects sécuritaires en Algérie. Faisal, restez avec nous. Hafid Darraji, Faisal Mattawi vient de nous dire que certaines décisions, parmi les plus importantes, à ce que j'ai compris, ne sont pas prises en Algérie. C'est ce qui est assez peu habituel dans un pays qui est très ombrageux pour ce qui concerne sa souveraineté. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et est-ce que vous pourriez nous dire si réellement le frère du président, à qui on prête d'être devenu le numéro 1, l'homme le plus fort du pays, a réellement cette importance? Ce qu'a dit mon collègue et mon ami Faisal, moi j'avais dit, j'avais parlé de ça, j'avais écrit ça, j'avais dit que les décisions sont prises ailleurs. Faisal ne veut pas préciser, moi j'ai fait allusion à la France, j'ai fait allusion aussi à ceux qui ont des intérêts économiques beaucoup plus avec l'Algérie, parce que Faisal parlait tout à l'heure d'une situation économique. Moi je parle aussi d'intérêt économique avant d'autres intérêts de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de beaucoup de pays, y compris des pays arabes. Moi, je parle beaucoup plus de ça. Il y a beaucoup d'intérêts. Moi, je suis d'accord à ce que dit Faisal, que les décisions sont prises ailleurs. Et ceux qui entourent le président, je précise, ceux qui entourent le président tirent bénéfice et profitent de cette situation parce qu'ils pensent eux aussi à l'après-Bouteflika, parce que la guerre, c'est pas pour aujourd'hui. C'est la bataille, c'est pour l'après Bouteflika, qui va être président. Ben justement, Hafid Darraji, une question que je poserai à Faisal aussi. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils ne se sont pas encore mis d'accord sur ce qui va se passer. Il y a des d'après ce que je sais, c'est qu'ils ne se sont pas encore mis d'accord sur une personnalité ou une personne qui les protège et qui sauvegarde leurs intérêts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est encore clair. Peut-être ils ont quelqu'un ou bien deux personnes dans leur tête, mais ils n'ont pas encore choisi définitivement parce que ils n'ont pas encore terminé tout ce qu'ils devaient faire avant que le président de la République, par exemple, annonce qu'il ne continuera pas, ou bien avant les prochaines présidentielles, je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ne se sont pas encore mis d'accord.
sur une personne. Ils doivent achever leur action, ils doivent faire beaucoup de choses avant ça, et ce qui est en train de se passer maintenant. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Hafid Darraji. Faisal Mattawi, une dernière question que je viens de poser à Hafid Darraji. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Quelle est la suite des événements? Jamal, je vais peut-être vous étonner. Ce qui va se passer, c'est rien. Ce qui va se passer, c'est très simple. Bouteflika ira jusqu'au LR, lui garde vie, bien sûr. Personne ne souhaite la mort de quiconque. Disons, si le président reste en vie, il ira jusqu'en 2019, c'est-à-dire terminer le 4e mandat, et peut-être même aller vers un 5e mandat. Ça étonne peut-être beaucoup de monde, mais je crois que c'est tout le monde qui trouve son intérêt. Dans la situation actuelle, puisque les affaires se font, la corruption se porte très bien, comme un charme, le trafic de drogue également. Les gens font des fortunes sans payer le fisc, sans payer les impôts. Les douanes font ce qu'ils font au niveau des frontières. Donc pourquoi changer une équipe, j'allais dire, qui gagne dans le sens négatif, le sens positif. Maintenant, si l'opinion publique algérienne, si l'opposition algérienne, si les partis politiques, si les patriotes, parce qu'il y en a au sein de l'armée, au sein des services secrets, au sein des institutions de l'État, au sein de ceux qui ont la jalousie du pays, voudraient réagir dans un sens positif, pacifique, démocratique, ouvert, etc., il est possible de changer les choses. Maintenant, si on reste au stade du discours, au stade de dire que ça va pas, que la situation va exploser, qu'il y aura le chaos, il n'y aura pas de chaos en Algérie, parce que je vous renvoie à ce que disent les partenaires essentiels de l'Algérie à l'étranger, ils sont là pour garantir justement une certaine stabilité. Donc s'ils veulent, les Algériens veulent changer, c'est à eux de le faire et de le faire maintenant, parce qu'après, ça sera trop tard. Faisal Mattawi, merci infiniment, en espérant vous revoir bientôt. Hafid Darraji, merci beaucoup pour votre participation, en espérant vous revoir plus souvent dans cette émission. Cette émission est donc terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum. Khawala khair. Slama.